Voilà, c'est parti. Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, le numéro 13 que je garantis sans aucune blague sur l'affaire Weinstein. Donc nous allons parler ce soir respectivement de The Snowman de Thomas Alfredson, il y aura aussi la mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos. On est un peu en retard, excusez-nous parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission. On va parler aussi de A Beautiful Day de Lynn Ramsey, de Logan Lucky de Steven Soderbergh et de L'Atelier de Laurent Cantet. Nous, c'est qui ? Je suis encore une fois très très bien entouré. Nous avons adopté, oui, pour une deuxième fois. On s'est dit que c'était quand même un beau contrepoint, notamment sur le film de Claire Denis la fois dernière. Nous avons avec nous Julien Rombaud. Bonsoir tout le monde. Et bien sûr, monsieur Manuel Assé là avec nous. Bonjour. Lucien Alflans. Salut Oli. Ça va bien, Lucien ? Mais très bien, et toi ? Oui, j'espère que tu as des films à défendre ce soir. Puisque... Mais bien sûr. Ah, je me demande déjà lesquels. Peut-être que ce sera Snowman, je veux dire Le Bonhomme de Neige de Thomas Alfredson ? Peut-être. Ok, on va commencer là-dessus alors. On commence tout de suite avec Le Bonhomme de Neige, le nouveau film de Thomas Alfredson. A woman vanished last night. We just found the body. Prince? And the head is missing. He calls himself the Snowman Killer. He's completely insane. I'm thinking that he's going after women that he disapproves of. The only thing we know for sure is that he's playing games with us. Le Bonhomme de Neige, c'est le nouveau film de Thomas Alfredson qui nous avait régalé avec ses deux précédents, qui étaient Let the Right One In, plus connu sous le titre de Morse, et La Taupe. Son nouveau film est donc avec Michael Fassbender, Charlotte Gainsbourg, Rebecca Ferguson qu'on avait vu dans Mission Impossible 5, et Val Kilmer, à ceux qui le reconnaîtront. Alors, ça se passe en Norvège, c'est l'histoire d'un enquêteur alcoolique qui s'appelle Harry Hole, qui est interprété par Michael Fassbender, qui va devoir se retrouver à enquêter sur une série de disparitions. On peut dire que c'est un film de tueur en série, plus ou moins. Lucien, tu commences sur Le Bonhomme de Neige ? Ouais. C'est assez difficile de parler du film tant on sent qu'il lui manque quelque chose. On sent l'enchaînement des scènes et des événements qui est étrange, assez totalement non maîtrisé, assez incompréhensible. Ce qui est peut-être intéressant pour ce genre de film, mais bon voilà, ça marche pas totalement ici, même si en termes de pure tenue de film, on peut suspecter plus ou moins tout le monde jusque dans la dernière demi-heure, parce qu'en fait on comprend pas grand-chose dans la première heure et demie. Pourtant, on sent vraiment le talent du réal pour poser une ambiance. La photo de Diane Bibb est assez majestueuse. On sent Schoonmaker qui essaie de faire ce qu'elle peut pour quand même garder quelque chose qui se tient rythmiquement, même si c'est vrai que la structure est très très lente. Encore une fois, si on veut tourner les choses dans le bon sens, on peut se dire que ça rajoute à cette ambiance un peu intrigue qui n'avance pas, quoi. Mais surtout, ça rend le propos très très bordélique. Et donc, moi, je pense, enfin voilà, on est face à un film qui aurait pu être très bien, mais auquel il manque énormément de choses. Après, moi, j'ai plutôt passé un bon moment, malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver. Oui, alors moi je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu dis, Lucien, dans le sens où effectivement c'est un film foutraque, sauf que moi je vois plutôt le verre à moitié vide. Et donc en dehors de la photo qui effectivement est très belle, et en dehors de l'ouverture qui m'intrigue, où il y a quelque chose déjà de too much qui se passe, mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'ai envie d'aller plus loin. Et après, effectivement, pour moi, c'est un naufrage total, c'est un craquage, un ratage, appelez ça comme vous voulez. Ça me perd, je lâche l'intrigue, je comprends plus le film, je suis perdu. Il y a des lieux qui surgissent, je ne sais pas d'où ils viennent. À un moment donné, quand on retrouve un corps, je ne sais pas ce qu'il fait là-dedans. Je comprends pas la brouille entre l'inspecteur et l'inspectrice.
C'est symboliquement un peu lourd, avec le bonhomme de neige notamment, chaque apparition je trouve assez ridicule. Et voilà, le lac d'eau gelée qui revient, etc. Voilà, donc je me demande où va le film, parce qu'après 1h30, je comprends toujours pas ni le pourquoi, ni le mobile du tueur. Voilà, et quand je commence à comprendre, c'est terminé. Et en fait, je sens que les acteurs sont paumés, j'ai un peu de peine pour eux. Voilà, c'est un film qui m'a totalement perdu, malgré sa neige jolie et sa photographie. Le charisme de Michael Fassbender tient quand même malgré les problèmes d'écriture. L'intrigue n'est pas si incompréhensible que ça, elle est justement un peu trop attendue. Je pense qu'un des points qui pose problème, c'est quand même le personnage de Fassbender et son écriture, qui est quand même assez à la ramasse, à mon sens. T'as du mal à comprendre tout le background de ce personnage-là, pourquoi il est à ce degré d'alcoolisme-là, pourquoi il s'est retiré à ce point-là de sa vie professionnelle. Et c'est quand même un des problèmes, à mon avis, du récit. L'intérêt qu'il y avait, c'était peut-être de travailler l'alcoolisme de ce personnage-là et de le faire avancer en même temps que le récit. Et en fait, ça fonctionne pas trop, parce que je trouve que ça reste à un état embryonnaire, ce trauma-là. Au final, tu ne sais pas trop pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait. Tu sens que c'est un film qui a plein de soucis. Il y a aussi des deuxièmes storylines, au-delà des meurtres, une possible corruption à plus grande échelle du pays qui est amenée un peu n'importe comment. C'est vraiment une astuce un peu de montage qui fait surgir une sorte de flashback qui amène le personnage de Val Kilmer. Ça, c'est un souci de narration. La résolution est extrêmement décevante. C'est une résolution hyper attendue qui ne fait que revenir à la scène principale du début, et c'est pas très bien amené. Après, à des moments, il y a quand même du cinoche. La première scène notamment de disparition ou d'agression, la manière dont il détaille le retour de cette mère qui dialogue avec sa fille par téléphone interposé, la voiture qui la suit, et l'arrivée du père à la fois dans la scène. Sur ça, je trouve que le film régulièrement a des scènes de cinoche. Après, c'est dans son déroulement où il a vraiment un souci. L'intrigue est en effet pas si incompréhensible que ça, c'est juste que les événements arrivent de manière un peu aléatoire. Comme tu dis, l'intégration d'une corruption à plus grande échelle, ou toutes ces choses-là, c'est un peu Elle arrive avec Fassbinder qui ouvre un dossier qui n'est lié qu'à l'inspectrice jouée par Rebecca Ferguson, et tu vois un flashback que lui ne peut pas avoir à ce moment-là. C'est vraiment une astuce de montage pour introduire cet arc narratif. Après, ça se goupille bien par la suite, mais cette introduction est quand même un petit peu bizarre. C'est là, je trouve qu'on sent un peu la tentative de la monteuse, en l'occurrence, d'essayer de rattraper un naufrage. Enfin, voilà, on sait que je pense que plus ou moins toutes les personnes qui ont travaillé sur le film sont d'accord pour dire que le film est foireux. On peut questionner la finalité de sortir un film dont plus ou moins tous les intervenants ne sont pas contents. Bon, maintenant, ça, c'est des questions de production. On sait que le tournage a été très compliqué, qu'il manquait pas mal de scènes au montage, et que je pense que Schoonmaker, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Et que c'est pour ça que l'enchaînement des péripéties dans le film est un peu compliqué. Je vais aller globalement dans votre direction. Moi aussi, je me suis vraiment copieusement ennuyé, et surtout, j'étais assez triste pour Thomas Alfredson. Donc, j'essayais un peu de voir, tiens, qu'est-ce qui a pu l'intéresser dans cette histoire, où est-ce on pouvait le retrouver, quoi. Et tu dis assez justement, Manu, que l'alcoolisme de Michael Fassbender n'est pas du tout exploité, ne nourrit pas en tout cas le récit. Et je pense il aurait voulu peut-être faire une espèce de parallèle entre le destin du détective qui est joué par Val Kilmer, dont l'intrigue se passe beaucoup plus dans le passé par rapport à l'intrigue principale du film, et faire une espèce de parallèle entre les deux destinées, on va dire, mais ça fonctionne vraiment jamais. Je trouve aussi que la photo est assez plate. Je trouve même qu'il y a des effets spéciaux, notamment dans la scène d'ouverture, dans les voitures, etc., qui fonctionnent pas du tout. Il y a des gros trous dans l'intrigue, genre à un moment, il va avec son beau-fils à un concert, puis il doit quitter le concert parce que son inspectrice a une super révélation. Ils sortent du concert, ils vont ramener le fils, et puis après le mec dit finalement on ira demain. Enfin, je veux dire, il y a des trucs comme ça qui sont juste stupides dans la narration, tu te demandes un peu où le film va. Et au niveau du déroulement de l'intrigue, c'est pas que je le trouvais opaque, c'est juste que je m'en foutais, quoi. À part le fait que ça se déroule intégralement, on va dire, dans la neige, dans le blanc, ça aurait pu être une espèce de polar post-Silence des Agneaux, comme t'en as vu des caisses. Moi, j'avais l'impression de revoir Face à Face avec Christophe Lambert au milieu des années 90. Il y a quand même des moments où tu sens que t'as un mec qui a des idées de cinéma à des moments derrière. Ok, c'est un échec,
mais ça rend pas pour moi le film détestable pour autant. Ah non, je Tu le vois. déteste pas du tout. Hein. J'avais juste, ça ne m'intéressait pas. Je croyais à rien, je croyais pas au personnage, et donc je m'ennuyais quoi. Et j'essayais vraiment, mais en effet, tu dis il y a du cinéma, ouais, t'as 2 plans grus comme ça où on découvre un cadavre avec les oiseaux, etc. Des trucs, des parallèles qui se jouent, des espèces d'envolées comme ça où tu sens qu'il a voulu faire quelque chose et tu sens qu'il y a des petits restes. Où il y a un moment, il y a une belle idée aussi de montage avec un travelling où il voit des types en train de se saouler la gueule et puis on passe un poteau et boum, c'est lui qui est déjà mort bourré. Oui, mais même la séquence de retour à la maison de la mère, il y a des idées, tu vois, d'installer les personnages, de construire une scène qui sont inhabituelles. C'est vrai que je trouvais qu'il y avait un côté mystérieux dans cette première scène de disparition, la menace du père, etc. Mais après, ça restait foutraque, tu sentais que c'était encore un truc qui était un peu rattrapé au montage. Et en plus, certains acteurs étaient vraiment mauvais, quoi. Je rebondis juste en disant qu'effectivement, je ne le trouve pas détestable, le film, je le trouve simplement ennuyeux. Je trouve davantage détestable le prochain que nous allons aborder bientôt. Donc voilà, tu spoil, donc tu commenceras, tiens, pour ta peine, sur la mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos. We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space. Yeah, I'm really sorry about Bod. It's nothing serious. No, it is. Like we're the stars of the human race. Where did you two go? When the lights started out, so they can put it out. Mise à mort du cerf sacré, c'est le dernier film du grec Yorgos Lanthimos qui travaille maintenant quand même avec des Américains, attention. Donc au casting on retrouve Colin Farrell, Nicole Kidman, Rafe Cassidy, c'est ça, qui jouait la jeune fille de Tomorrowland. Et donc c'est l'histoire de Colin Farrell qui joue un chirurgien brillant. Il est à la tête d'une famille bourgeoise et il y a un jeune garçon, un adolescent dont on ne sait pas grand-chose au début, qui commence à s'immiscer de plus en plus dans sa vie. On comprend qu'il y a une espèce de lien entre les deux personnages, donc entre Colin Farrell et ce garçon de 16-17 ans. Julien, tenez à commencer sur ce film. Tu as copieusement détesté ce film. Tout à fait, je crois que c'est un peu une synthèse de ce que je n'aime pas au cinéma, c'est-à-dire que c'est un AV maîtrisé. C'est-à-dire que c'est un cinéma pontifiant qui ne respire pas, que je trouve figé dans sa forme. C'est-à-dire je le sens pris au piège d'une maîtrise, un cinéma qui se veut maîtriser et qui au fait ne raconte rien. Alors il y a des plans que je trouve très très beaux, des travelling qui rappellent Kubrick mais qui finalement enferment un film qui n'a rien à dire. La musique est très belle mais elle est assourdissante. La première séquence donne envie et je ne demande qu'à voir le film. Mais ensuite, je trouve ça totalement schématique, calculateur, et j'ai l'impression qu'on tente de nous impressionner, qu'on tente d'impressionner le spectateur. Je trouve la fin ridicule et assez abjecte. Et encore une fois, la forme prend le pas. Par exemple, le meilleur exemple, c'est Colin Farrell qui pleure à un moment donné du film. Et je ne peux jamais être en empathie avec lui parce que je suis totalement dans la forme. C'est-à-dire que je vois la maison, le plan, la profondeur de champ, mais je ne ressens rien. Voilà. C'est un film avec des acteurs qui exécutent. J'ai l'impression qu'on ne leur fait pas confiance et qu'on leur donne simplement des choses à faire. Tout est froid, le sexe est froid. Je trouve ça dommage de voir Nicole Kidman dans un film pareil avec un corps si figé après avoir vu des films d'Eyes Wide Shut par exemple. Voilà. Donc en gros, j'ai l'impression que les acteurs sont là pour jeter la poudre aux yeux et ça me dérange profondément. J'adore pas le film, mais je suis pas vraiment d'accord avec toi. Entre autres sur moi justement, tu dis que la scène d'ouverture te mettait l'eau à la bouche. Moi, je trouve justement qu'il faut passer cette scène qui annonce les intentions du film, peut-être en trop grande pompe, un peu trop de manière trop grandiloquente. Mais encore une fois, je suis pas totalement convaincu par le film, mais je pense qu'il y a moyen de se laisser prendre par cette espèce d'intrigue un peu détraquée, donc très froide, un peu lourde. Ils ne tiennent même pas debout, hein, mais... Peut-être. Moi j'ai tendance à être assez sympa avec ce genre d'incohérence, parce que c'est quelque chose qui, moi, me gêne rarement au cinéma. Ça peut m'arriver, mais bon, ici, pas tellement. Après, tu parlais de Kubrick, Eyes Wide Shut, c'est sûr que le film à un moment est presque énervant à faire référence à un plan sur deux, fait référence à Kubrick et particulièrement à Eyes Wide Shut, à Buñuel aussi. Je pense que le film se veut un peu de Buñuel.
C'est un film très très schématique. Dès les premières secondes du film, on sait exactement où il veut en venir, et il va exactement se développer de cette manière-là. Du coup, on a peut-être un peu l'espace pour s'ennuyer, mais ça laisse aussi l'espace pour peut-être voir le film plus grand qu'il ne l'est. Et pour ronfler aussi. Peut-être. Pour moi, il y a une lecture politique évidente venant d'un réalisateur grec. Je trouve qu'une fameuse scène qu'on va essayer de ne pas trop dévoiler, mais où un patriarche doit tuer au hasard un de ses enfants parce que c'est le seul choix qu'il a, moi j'y vois une lecture politique. Encore une fois, je répète, je trouve le film assez foireux sur beaucoup de points. Là, parce que je sais que vous allez tous le défoncer, et j'essaie d'en sortir quelques... Ce qui moi, m'a intrigué. Je trouve qu'il y a une belle étrangeté dans sa manière d'être à la fois clinique et baroque, et d'arriver à mixer les deux dans certaines scènes. Pour moi, ça marche assez bien. Maintenant, voilà, c'est sûr que le film se tient pas dans l'entièreté, c'est sûr que le film se veut beaucoup plus grand que ce qu'il n'est, se veut beaucoup plus intelligent que ce qu'il n'est, se veut beaucoup plus émouvant que ce qu'il n'est. Maintenant, pour moi, il y a quand même quelque chose derrière cette vanité-là. Moi, je vois pas trop ce qu'il y a derrière ça. C'est un film pour moi qui pue la prétention. C'est vraiment pour moi un film attrape-nigo de festivalier. C'est vraiment un truc qui appuie de manière pachydermique sa thématique du début à la fin, et en plus qui ne l'a fait reposer sur un socle qui tient pas du tout, parce que ce qui est la base de l'effondrement de cette famille-là n'est jamais questionné, les moyens, comment cette chose-là arrive, ça ne tient absolument pas debout. Je trouve que c'est un film qui fait complètement du surplace. La seule chose qui avance dans ce film-là, c'est la caméra en travelling dans des longs couloirs d'hôpitaux. C'est vraiment... les acteurs, t'as l'impression qu'on leur fait réciter littéralement un texte sur un ton monocorde, avec des trucs imbitables à lire. C'est assez triste de voir des gens comme Colin Farrell, comme Nicole Kidman. Bon, ils sont pas au sommet de leur carrière en ce moment, mais je veux dire, c'est quand même des acteurs très valables, ou la jeune fille qu'on a pu voir dans Tomorrowland, avec des dialogues juste pas possibles. Je crois que la petite, c'est celle qui hérite des dialogues les pires, les plus clichés, les plus cons, avec des petites scènes où Nicole Kidman va taper une petite branlette dans une bagnole, un petit truc pour une scène qui n'apporte pas grand chose comme information. C'est juste de la petite épate bourgeois assez médiocre. Et là encore totalement désincarné. De toute façon, à aucun moment j'ai l'impression que les acteurs y croient. Ils sont filmés comme des gravures de mode, dans des poses, mais ils ne jouent pas. Mais cette scène de fin dans un dîner au ralenti avec une musique liturgique, t'as l'impression d'être dans du Zack Snyder en train de bouffer des frites. C'est une bêtise, mais c'est pas possible. Avec le ketchup qui coule. Et la métaphore dont tu parles, elle est d'une lourdeur. Au bout de 3/4 du film, t'as quand même le mec, il fait « Ok les mecs, vous avez pas compris le sens de mon film ?» En fait, c'est du symbole, c'est de la métaphore. Et qu'est-ce que fait le personnage ? Il mord Colin Farrell, il se mord après lui, il fait « Regarde, c'est symbolique, c'est de la métaphore. » C'est atterrant de bêtises. Je sais pas si c'est ça la bêtise, mais oui, en effet, c'est lourd. Et pour le coup, on a cassé du sucre sur un film, par exemple, comme Mother, qui aussi était extrêmement prétentieux dans son concept. C'était au moins divertissant. Bon. Tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Juste avec la métaphore politique, moi je suis désolé, mais je l'avais pas vu. En fait, parfois je suis un peu justement impressionnable. Et donc en fait, quand j'ai vu le film, il a exercé une certaine fascination sur moi. C'est-à-dire que quand je le voyais, je me suis pas ennuyé. Je trouvais en effet qu'il était assez virtuose pour créer une ambiance, pour en effet faire des plans, comme tu l'as très bien dit, Julien. Le cinéma, c'est pas juste faire des plans, quoi. Voilà. D'autre part, je trouve que vous êtes très méchant avec les acteurs. Moi, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine cohérence dans le jeu de ces acteurs, et je les trouvais assez bons. Notamment la jeune fille, qui pour moi emporte le morceau. Elle a les pires dialogues. Quand elle retourne de son trip en moto, elle a des dialogues qui sont juste pas possibles. Donc, tu ne crois jamais qu'une adolescente sort ce genre de dialogue-là. Sans doute. Peut-être que je l'ai pas cru, j'en sais rien, mais le fait est que quand j'ai vu le film, moi je me laissais porter relativement facilement par le truc. Après, j'avais quand même un gros malaise avec la dernière demi-heure où en gros on m'étale d'une espèce de torture psychologique qui me fout mal à l'aise. Et surtout, moi le principal problème que j'ai par rapport à ça, comme l'a dit encore une fois très bien Julien, c'est que quand je sors du film, je me dis putain mais...
En fait, ce film, il raconte rien du tout, quoi. C'est vraiment l'espèce de truc schématique de la malédiction, tragédie grecque adaptée à la destruction d'une famille bourgeoise. Ok, on l'a déjà vu 1000 fois. Et puis en plus, c'est pas spécialement percutant. Voilà, juste, je trouvais que c'était une espèce de truc fait à l'esbrouf dans laquelle j'ai relativement bien marché, je dois dire. Je crois que si on est si compliqué, si dur comme tu dis avec les acteurs, c'est parce qu'on les aime, je pense. En tout cas, moi, pour Nicole Kidman, c'est totalement ça. C'est pas du tout que je la trouve mauvaise, c'est que, comme on disait avec Manu, c'est que on la sent emprisonnée dans cette forme et emprisonnée dans ce système. Ils sont objectifiés, c'est juste des objets. Mais ce système-là, moi, je dois quand même reconnaître à l'Antimos que ce système-là, il est tenu, quoi. Il tient son truc quand même, il y a une certaine cohérence dans ce qu'il fait tout le long de son film. Mais je suis d'accord avec tant dans le jeu des acteurs que dans son découpage. D'accord avec les atmosphères, mais est-ce que une seule seconde vous croyez à cette histoire? Est-ce que vous êtes Mais non, emporté c'est une avec ça? fable, on est dans l'irréalité tout de suite. Tout de suite, c'est irréel, enfin je veux dire, il y a rien de réel dans ce film, tout est décalé, t'es dans la fable, même les décors, il y a même des décors qui sont improbables. D'accord, même, mais... il utilise tout le temps des grands angles, des fisheye, machin, t'es tout le temps dans l'irréalité, jamais. D'accord. Il se pose objectivement, directement du côté de l'irréel, quoi. Mais si tu n'y crois pas parce que c'est une fable et que c'est irréel, je suis d'accord avec cet argument, mais tu dois au moins, au niveau des émotions, être impliqué. C'est ça que j'essaie de dire. Ah oui, non mais là tu d'accord, peux il y a totalement zéro être dans émotion. une fable, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Et puis si c'est une fable et il était tellement conscient et de sa fable et sûr du récit dans lequel il inscrivait son film, il n'aurait pas un personnage qui au bout des 3/4 du film te dit hey, le coco c'est du symbole, c'est de la métaphore. Si c'était une fable vraiment construite, il n'aurait pas besoin de ce genre d'artifice. Et moi je l'ai pas lu comme toi, hein, ce truc où il se mordait. D'ailleurs je l'ai oublié, j'ai vu le film il y a un peu 10 jours donc. Mais j'avoue que quand je l'ai vu, il a exercé sur moi une certaine forme de fascination qui retombait aussi vite que... Enfin voilà, très très vite quand je suis sorti du film. Ok. Un beau film de festival, quoi. On va enchaîner avec A Beautiful Day, le film de Lynn Ramsay. Where do you spend your time? What do you do? All day long. It's done. Man, Clark. He wants to see you. State Senator Albert Fato. He doesn't want to get the cops involved. He wants to meet you. You have kids, Joe? Nina. Her name is Nina. 235 East 31st Street. I've heard of these places. If she's there, I'll get her. Cleary said you were brutal. I can be. Joe, wake up. It's a beautiful day. A Beautiful Day, c'est le titre choisi par les distributeurs français pour remplacer le titre original You Were Never Really Here. Et comme je viens de le démontrer, en effet, les Français ne savent pas le prononcer. Donc, ils ont pris un titre en anglais, du coup. Voilà, c'est le nouveau film de Lynn Ramsay, la réalisatrice écossaise de Ratcatcher, du Voyage de Morvern Callar et de We Need to Talk About Kevin. C'est avec Joaquin Phoenix qui interprète le rôle de Joe, un type brutal, taiseux, et il va devoir retrouver la fille d'un sénateur détenu aux mains d'un réseau pédophile. Voilà, donc je vais commencer sur ce film, sur lequel j'ai écrit un article sur le Passeur Critique, dans lequel je le défends ardemment, et en effet le film m'a énormément plu. Pour 3 raisons principales, et ensuite je laisserai mes collègues faire l'assassinat en règle. Donc la première raison principale du film, c'est ce qu'il raconte en fait. Je trouve que le fond du film et sa manière son optimisme en fait, sa manière de regarder ce qu'il y a de beau et de vouloir voilà, se raccrocher aux belles choses de ce monde pour pouvoir survivre ou sortir de l'eau, ce qui est mis de manière métaphorique dans le film. C'est quelque chose qui m'a profondément touché. Et c'est quelque chose qui ressort dans la dernière scène. Voilà, c'est une des scènes qui m'a le plus ému cette année au cinéma. Ensuite, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est la manière dont Lynn Ramsay travaille sur la présence à l'écran ou la non-présence de son personnage principal, son poids, sa manière de bouger, sa manière dont elle va le capter dans le montage ou justement pas le capter.
Dans toute une scène à la fin du film, c'est comme si elle n'arrivait jamais à attraper le personnage par son montage. On ne voit que les stigmates de son passage. C'est un truc que j'ai trouvé très beau aussi. La manière aussi dont elle cultive le mystère, je trouvais la manière dont notamment par ce montage très elliptique, elle laisse beaucoup le spectateur remplir les blancs. Elle laisse beaucoup le spectateur aussi remplir les blancs sur le passé de son personnage. On ne sait pas grand-chose en fait du passé de ce personnage. Il a juste des cicatrices qui parlent pour lui ou des espèces de... On voit, c'est ce que je dis dans l'article, des flashs plus que des flashbacks sur ce qui se serait passé dans son passé. Et il y a une infinie tendresse en fait dans le film, notamment je pense qu'en 3 plans au début du film, la relation entre la mère et le personnage qui est incarné par Joaquin Phoenix, je la trouve super touchante. Vraiment c'est 3 plans, un plan où il rentre chez lui, un plan dans la chambre, une séquence où la maman est à l'intérieur et qui construit une relation comme ça qui est d'une infinie tendresse et qui en même temps est plausible. Alors c'est intéressant de t'entendre Olivier du coup parce que tu mets le doigt sur quelque chose qui me semble le point positif du film, c'est-à-dire ce côté fragmenté, tu parles de flash, fragmenté, découpé, un peu une espèce d'image syncopée comme ça. Pour moi c'est ce qui fonctionne. Mais par contre, je ne suis absolument pas touché par le film parce que je trouve que le trauma du personnage et que sa psychologie, ce qu'il pourrait avoir vécu, n'est justement pas évasive comme tu dis. Je n'imagine rien, je trouve que c'est souligné beaucoup, c'est énormément souligné. De par notamment tous ces détails qui sont voilà, que ça aille du sac plastique, le bonbon vert, la chanson de l'alphabet qui chante justement avec sa maman. Je trouve que ça on a compris en fait, on n'a pas besoin de le voir 300 fois. Je trouve que ça arrive, que ça appuie, que ce film est d'un nihilisme absolu, contrairement à ce que tu dis. Je trouve qu'il n'y a pas la moindre imagination, qu'il n'y a pas le moindre imaginaire que le cinéma doit inventer en fait. Voilà, alors je suis d'accord qu'on tente de raconter une histoire autrement, et je salue du coup le geste, mais pareil, c'est comme je viens de dire pour Lanthimos, en fait, jamais je suis impliqué, jamais je me sens avec. Et je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui se veulent originales, comme chanter avec un mec qu'on vient d'assassiner, etc., qui pour moi sont des moments absolument complaisants. Je passe la parole. Je vais peut-être rebondir pour faire une sorte de montagne russe d'avis. Pour moi, c'est un peu une blague que le film ait reçu le prix du scénario, si je ne m'abuse. Pas pour moi, justement. À Cannes. Pas parce que son scénario serait particulièrement mauvais, mais parce que pour moi, sa mise en scène est tellement forte que je trouve que c'est presque problématique de lui donner un prix pour son scénario. Pour moi, c'est un grand film de mise en scène, de photographie, de rythme, de découpage. Un film musical, un film organique et viscéral. C'est presque un documentaire animalier sur Joaquin Phoenix, qui est une sorte de tas de cendres, de muscles, de graisse et de cicatrices. Je trouve qu'il y a une très belle lenteur dans le film, une lenteur dans l'attention. J'aime beaucoup cette manière qu'a le film d'enchaîner des plans parfaitement fixes, avec des plans en très très léger mouvement, qui laissent quasi systématiquement, je dis bien quasi parce qu'il y a quelques exceptions, mais qui laissent quasi systématiquement l'horreur poindre dans le hors-champ. On voit très peu la violence de plein fouet, elle est généralement suggérée, avec beaucoup plus de brio que dans le Lanthimos. Les personnages sont assez antithétiques, même si j'aime énormément le film. L'émotion pour moi elle vient à 2 moments, entre autres dans ma relation avec la mère et à la fin, mais sinon il y a assez peu d'émotion pour moi. C'est des personnages assez antithétiques, comme je dis, comme à l'image du principal, qui a vraiment un bloc de violence, mais sans que cela ne justifie en rien ses actes. Il n'y a pas de psychologie foireuse qui me gênait dans We Need to Talk About Kevin. Ici, vraiment, c'est beaucoup plus sec. Donc voilà. Ça va être difficile de parler après vous trois, mais dès les premières secondes, je pense que c'est un film qui te happe et qui te relâche pas jusqu'à la fin. Je trouve qu'il y a une maîtrise absolue du récit. Notamment, on pourrait revenir justement sur la gestion du trauma. On a parlé dans The Snowman à quel point ça pouvait être justement un handicap du film. Je trouve que là, il y a une manière poétique par ces flashs qui sont pas vraiment des flashbacks, justement, qui sont plus des flashs quasiment impressionnistes du passé. Elle arrive uniquement par l'image, jamais par les dialogues, à te faire comprendre tout ce qui lie Joaquin Phoenix et cette jeune fille, à quel point ils sont semblables.
Effectivement, le travail sur tout ce qui se passe hors champ, etc. est excellent. La scène d'intro qui est totalement justement elliptique, mais tu te dis, je suis en train d'assister à un meurtre d'un serial killer, le mec est en train de se suicider, et comment progressivement, avec une vraie concision, tu comprends qui est ce personnage-là. J'avais justement beaucoup de craintes, moi, sur le film, parce que j'en avais pas trop entendu parler, à part au moment de son passage à Cannes, et j'avais un peu peur on prend un acteur de série A dans un pitch un peu de série B, et c'est un peu le seul argument, ou carrément une sorte de film d'auteur qui voudrait faire film de genre, mais qui est surplombé par un point de vue d'auteur. On est très loin justement de films, par exemple de Nicolas Winding Refn. C'est à la fois hyper satisfaisant en termes de film de genre et en termes de film d'auteur. On est dans un film vraiment tenu, qui prend pas la pause à aucun moment, qui tient ses personnages, qui ausculte leurs cicatrices, qui est vraiment un très très grand film. Voilà, je pense, moi, cette année, avec le film de Bigelow, le film de Garway, c'est très certainement les trois très grands films que j'ai eu cette année, quoi. Je vais réagir sur le côté subtil de la psychologie dont vous parlez. Par exemple... Pardon, je te coupe juste. C'est surtout... Ouais. La subtilité, pour moi, elle est qu'il n'y en a presque pas de psychologie. À partir du moment où 3 ou 4 fois tu entends les mêmes phrases et où tu vois les mêmes flashs, pour moi il y en a, et pour moi c'est là que je dis que c'est souligné, que c'est répété. Elles n'ont pas une nature si évidente. Tu vois quelque chose qui est lié à l'enfance, à certains traumas, mais c'est de montrer ce que tu vois est tellement elliptique. Elle développe ces petits flashs et t'essayes de te dire mais qu'est-ce qui est en train de lier tout ça. Et c'est quelque chose qui est lié à l'enfance, qui est lié à une violence qui est infligée à ce moment-là. Et la dureté de vivre dans un monde aussi violent que ça, c'est pas parce que c'est répété 10-15 fois dans le film que ça en devient lourd. C'est fait de manière extrêmement impressionniste. Je trouve pas du tout que ce soit suggéré. Dès les premiers plans du film, le décompte, les sacs en plastique, ça me revient plusieurs fois. Moi, il me manque totalement le pourquoi de cette violence. Et finalement, on est dans une série de meurtres au marteau, totalement gratuite. Pourtant, la violence est toujours impactante. T'es pas justement dans un truc qui voudrait avoir un rapport un peu biaisé à la violence. Non, elle y va frontalement, mais elle le fait de manière plus subtile que bourrin. Pour moi, c'est une façon de paraître subtile, mais la violence reste la même. Parce que tu parlais de Drive tout à l'heure, je vois pas la différence qu'il y a entre... Je parlais pas de Drive, je parle d'Only God Forgive, je parle du dernier Néon Démon, qui pour moi sont vraiment des films qui puent la prétention autoriste. Je parle pas de Drive, qui pour moi un film qui a un très bon équilibre. Et je trouve par exemple que tout l'aspect qui concerne les politiciens et la petite fille, par exemple, je le trouve totalement généraliste. Je trouve que là encore, cette histoire de pédophilie arrive sans aucune explication. Elle est complètement cohérente thématiquement par rapport à ce que tu as vu. Ça ramène chaque fois à ce lien au niveau de l'enfance, cette violence qui est infligée à ce moment-là de l'enfance. Moi, je trouve que c'est un film qui est du début à la fin et d'une cohérence parfaite. Pour moi, il n'y a pas une scène que tu peux jeter, il n'y a pas un plan que tu peux jeter dans ce film-là. C'est un film sans gras qui est d'une rare maîtrise, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça raconte ? Justement, tu disais que c'est un film nihiliste. Ah, pas du tout, quoi. Désolé, on spoil un peu, mais dans la dernière scène du film, la jeune fille lui dit allez, c'est bon, c'est une belle journée. Et là, t'as un plan sur Joaquin Phoenix où t'as la lumière qui arrive dans le champ, quoi, directement sur lui. T'as la brutalité, l'enfer dans lequel ce mec évolue. Mais quand même, il faut quand même se battre, il y a quand même du beau, il faut quand même y aller, tu vois. Il faut quand même remonter la surface de l'étang, il faut quand même y aller. Malgré tout, il faut quand même trouver la rage et la force de voir ce qu'il y a de beau et de survivre. Allez, faut se jeter à l'eau. N'ayez pas peur de dire n'importe quoi, c'est pas grave. Ben, pourrait y avoir un meurtre ? Ah oui, un meurtre pour un roman noir, c'est un bon début. C'est obligé qu'il se passe ici, le roman ? L'intérêt de cet atelier, c'est un peu de vous permettre d'écrire sur votre ville, sur votre environnement immédiat. Un roman, c'est une fiction. On va pas écrire en se renfermant sur nous-mêmes ou en se regardant dans une glace, c'est con. Pourquoi est-ce qu'une écrivaine comme vous, elle viendrait perdre son temps ici avec nous ? Mais j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Je suis là parce que ça m'intéresse, c'est tout. Complet changement d'ambiance avec ce nouveau film de Laurent Canté qui s'appelle L'Atelier, avec Marina Foïs et le nouveau venu Mathieu Lucci. Un film que Manuel n'a pas vu, donc il ne débattra pas dessus. J'ai vu assez de films français pour cette année, quoi. Voilà, ben peut-être que t'as pas vu les bons. Donc pas de Maïwan, tu vois. Donc c'est l'histoire de quoi ? C'est l'histoire d'un jeune homme en fait. C'est pas l'histoire d'une fille, c'est l'histoire d'un jeune homme qui habite à La Ciotat et qui participe à un atelier qui dure le temps d'un été, un atelier d'écriture.
qui est animé par une femme qui s'appelle Olivia, qui est interprétée par Marina Foïs. Et au fur et à mesure de cet atelier d'écriture, elle va se rendre compte que, pas spécialement que ce gars-là est plus doué que les autres, mais qu'en tout cas, il est animé d'une espèce de force et de rage qui commence à intriguer cette écrivaine. Et on suit parallèlement à ça l'été de ce jeune garçon qui s'appelle Antoine dans le récit, qui est plus ou moins attiré par des vidéos d'extrême droite, en tout cas qui se cherchent, on va dire, un truc comme ça. J'ai plutôt aimé le film. Je pense que le film est un beau portrait de génération. Le tout chapeauté par une adulte un peu perdue là-dedans, mais mécompréhensive. Je trouve le film assez sensible et touchant. Je trouve que Foïs m'étonne à chaque fois. Je la trouve très bien dans le film. Je pense que Kanté essaye, et c'est peut-être l'un des écueils du film, essaye d'éviter tout jugement littéral, mais se perd et perd un peu le spectateur dans un néant entre la forme bien pensante du bazar et sa volonté de n'émettre donc aucun jugement sur ses personnages et sur ce que ces personnages racontent. Le film questionne pas mal aussi la création, le fait plus ou moins joliment, en donnant une réponse qui pourrait être... qu'au final la création n'est rien d'autre que ce que l'on fait, qui que l'on soit et quelle qu'en soit la manière. J'ai pas énormément à dire sur le film, voilà, parce que le film ne m'a pas transporté plus que ça, mais je pense que ce qu'il entreprend, il le réussit plutôt joliment. C'est un film assez doux, assez sensible, qui ne dépasse peut-être pas son sujet outre mesure. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Lucien. Je suis un peu embêté parce que je fais l'oiseau de mauvais augure ce soir, dans le sens où ça fait 4 fois que je suis pas vraiment pour les films, mais j'essaye de réfléchir à ce que tu dis, notamment. C'est vrai que c'est une chouette tentative et qu'il y a quelque chose de respectable et qu'effectivement il essaye d'éviter les écueils, mais pour moi il tombe quand même dedans et ça reste un film bien pensant, tu l'as dit toi-même. Je pense que ça manque de finesse et de subtilité dans la psychologie et je suis gêné par les personnages qui entourent, qui font partie du groupe, les personnages secondaires, qui sont pour moi pareil des figures. Des figures mais qui fonctionnent pas mal. Hein. Moi je trouve qu'elles ne fonctionnent pas parce que j'ai le rôle du black, j'ai le rôle du rebeu et qui en plus sont totalement abandonnés au bout. Ils sont abandonnés, maintenant ils existent. Le black, comme tu dis, ne serait-ce que par son humour, par son autodérision, c'est un personnage qui existe. Pour moi, il existe dans le cliché qu'on peut attendre du black de service. Je suis désolé, voilà ce que je pense. Pas spécial. C'est un cliché maintenant. Est-ce que c'est le cliché du black de service ? En tout cas, c'est au moins un cliché. C'est un cliché, là, on est d'accord. Mais qui, comme je le disais, sont totalement abandonnés. Quand je parle de la psychologie bas de plafond, je parle de définir un jeune attiré par le FN, par des vidéos de propagande, que ce soit des interviews de nationalistes ou des jeux de vidéo de guerre, je trouve ça assez restreint. Non, les jeux de vidéo de guerre, c'est vrai qu'on ne voit, et ça, je suis assez d'accord là-dessus, c'est vrai qu'on ne voit que lui qui joue, mais je pense que son discours ne va pas là-dedans. C'est pas ça qu'il cherche, en tout cas, c'est plutôt le jeu vidéo comme un échappatoire d'une certaine génération, plus que de ce personnage-là particulièrement. Ok, moi j'ai aimé le film. Globalement, je trouve que il est assez bien écrit, en tout cas dans ses dialogues. Je trouve qu'il est assez joué juste. Globalement, on va dire à 80%, il y a des scènes qui fonctionnent très très bien, on est à fond dedans, les dialogues sonnent juste, notamment les attaques de ce jeune Antoine, ces espèces de provocations, je trouve qu'elles sont bien écrites, elles sont bien jouées. Puis de temps en temps, il y a une phrase qui tombe à plat et qui fait dissonance et qui nous sort du truc, malheureusement. Je trouve par exemple, c'est assez frappant dans le cas de Marina Foïs, je la trouve vraiment très bien castée. Parce que elle a ce côté un petit peu sophistiqué qui contraste avec ces jeunes de La Ciotat. Elle a ce côté un petit peu encore, sexy. C'est une fille assez jolie qui justifie l'attirance du jeune Matteo Lucci. Il y a des trucs qui sont balourds dans le film. Il y a des trucs qui fonctionnent pas. Ce truc Skype, ça fonctionne pas. Cette ouverture sur le jeu vidéo, ça fonctionne pas. En effet, il y a ce truc sur les jeux vidéo. On sait pas si c'est du lard ou du cochon. Enfin bon. Mais sinon, je trouve que globalement, il y a des scènes qui fonctionnent super bien. Il y a une scène notamment où Olivia, Marina Foïs, va voir le jeune homme dans sa chambre. Donc elle rentre dans son espace. Et là, il fait super bien le petit jeune tête à claque qui veut rien dire alors
alors qu'en fait il en pense pas moins et qu'il fait l'espèce de mur de béton comme ça. Ça, il y a des trucs qui sont vraiment très très justes, je trouve. Et après, là où le film est quand même assez intéressant, c'est son rapport au polar, justement, parce qu'ils sont censés tous ensemble écrire un polar. Quelque part, à un moment, on se demande si le film va pas aller dans cette direction-là. Finalement, il y va pas vraiment. En fait, il développe des pistes qui sont assez intéressantes, mais dans lesquelles, finalement, quand prends pas à bras le corps une seule des pistes, peut-être pour rester un peu politiquement correct, ou en tout cas bien pensant, comme vous le disiez, même si j'aime pas ce mot. C'est vrai aussi que le truc du FN, etc., c'est maladroit. C'est totalement cliché, c'est totalement maladroit. C'est maladroit. Le côté avec les armes à feu, tout ça, c'est un peu too much. Mais quand même, dans la relation qui se noue entre Olivia et ce jeune Mathieu, et l'interprétation de ce Mathieu, je trouve qu'il y a des choses qui sont bien. Puis l'implication aussi sociale de la Ciotat, ça marche bien. Comment le décor, transparaît et utilisé. Je trouve que ça nourrit le film et ça crée quelque chose d'intéressant. Après, c'est vrai que c'est un film de 2017 et qui essaye de raconter quelque chose sur la jeunesse, la perte de repères, la perte de sens, et donc l'attrait pour des mouvements extrémistes. Malheureusement, quand le film fait référence à des événements éminemment actuels, je le trouve systématiquement un peu maladroit, ou en tout cas moi ça me sort du film, mais je trouve qu'il y a quand même une chouette énergie. Effectivement, tu le dis, j'ai pas envie de descendre le film parce qu'il est respectable et parce qu'il tente quelque chose, et que pour moi c'est pas un problème comme on a dans le Lanthimos qui est totalement prétentieux, c'est un autre problème. Je trouve qu'il y a une belle fluidité, par exemple dans les scènes de groupe, quand ça parle, quand ils sont tous ensemble, etc. Mais c'est pour ça que je regrette que ce groupe soit évacué, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans l'énergie de tout ce groupe, dans l'émulation qu'il pourrait avoir vis-à-vis de ce polar, et qui finalement est bâclé et est totalement jeté. Et le problème, c'est qu'il y a un vrai déficit de mise en scène. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune mise en scène du film. Alors là, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'il y a tout un jeu sur la caméra subjective quand même. Ils le disent dès le début, on est en caméra subjective, on explique ce que c'est. Le premier plan, c'est une espèce de FPS. Et après, il y a quand même des scènes où il l'espionne, et on se demande s'il est là, s'il la regarde, à quel point il est présent dans la scène. Il y a tout un jeu sur le point de vue quand même de ce personnage-là sur Marina Foïs qui est intéressant. Après, c'est vrai qu'il prend pas à bras le corps. Ça manque de radicalité en fait. Ouais, ça manque d'un truc où moi j'aurais voulu que le polar qu'il soit en train d'écrire, bon là je suis en train de devenir un critique français qui explique ce qu'il aurait voulu que le film soit et pas parler de ce que le film est, mais il prend pas à bras le corps l'ambiance polar dans laquelle il jette quand même des pistes. Ouais, bon, globalement, on est d'accord sur l'atelier de Laurent Canté, et on va terminer tout de suite notre 13e transmission avec Logan Lucky de Steven Soderbergh. Jimmy, I'm just gonna say it. I gotta let you go. You were just fired. I was let go for liability reasons involving insurance. The one-armed bartender. You need to show a little respect. Charlotte Motor Speedway. I know how they move the money. The only guy who knows anything about blowing up real bank vaults is Joe Bang. Logan Lucky, c'est le nouveau dernier film de Steven Soderbergh qui est sorti de sa retraite après sa série télé The Nick pour refaire un long métrage avec Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough et aidez-moi, Daniel Craig. Voilà, il y a aussi Hilary Swank et George Clooney. Non, George Clooney n'est pas dedans, mais il y a un casting assez dingue, c'est vrai. Bref, Logan Lucky, c'est l'histoire de deux frères. L'un est handicapé de la jambe, l'autre est handicapé du bras. Et ils vont ensemble décider de monter un casse pour voler la recette d'un circuit automobile. Voilà, et bien c'est Manu qui va commencer sur Logan Lucky, puisqu'il n'a pas encore commencé ce soir. Je vais faire assez court, hein. C'est pas un film déplaisant, c'est plutôt un film récréatif, mais qui est un petit peu pour moi comme beaucoup de films de Soderbergh,
qui se laisse voir, qui se laisse regarder, mais qui laisse pas une empreinte très indélébile. Voilà, c'est plaisant, tu sens que tout le monde a l'air de s'amuser, mais tu as l'impression aussi que Soderbergh est un peu conscient de la futilité aussi d'un peu de son histoire, qu'il y croit un peu moyennement. Et il dépasse rarement la caricature. Les personnages féminins sont assez sous-écrits. Hilary Swank, j'ai l'impression que c'est le personnage de Tommy Lee Jones dans Le Fugitif. Hein. Par la petite scène de retournement de fin, elle pourrait être quasiment évacuée du récit. C'est comme si on alignait un nouveau nom prestigieux au générique, mais son personnage est assez creux et vide. C'est un peu dommage, parce que c'est une chouette actrice qu'on a envie de revoir dans des rôles consistants. C'est vrai qu'elle arrive à 20 minutes de la fin du film qui peine redoutablement à retrouver du rythme quand même à ce moment-là. Tu sens effectivement une vraie tendresse de Soderbergh sur ses personnages et que le film n'est pas déplaisant justement en ça. Le film est quand même très léger, c'est peut-être à la fois une de ses qualités, un de ses défauts. Voilà, j'ai pas en fait grand chose à en dire. Je pense que dans une semaine je l'ai un peu oublié, quoi. Après, je suis assez d'accord sur le fait que, enfin voilà, il y a pas grand chose à y voir. Je pense que le film est un peu en vase clos dans cette manière qu'il a de revisiter, il étant Soderbergh, de revisiter son propre cinéma, ses propres films, à savoir la trilogie Ocean. Tu dis qu'il revisite cette trilogie, mais à mon sens, il est aussi un petit peu dans un peu du sous-Cohen. Tu penses quand même énormément à ça, et le problème c'est que ça... La dimension que tu as en plus de côté discursif sur le monde qui visite chez les Cohen, tu l'as pas du tout. Et c'est justement en ça que c'est déceptif, parce que ça dépasse pas un petit peu la blague. Le plan d'action mis en place, il est quand même... Tu sens que Soderbergh il croit pas trop à la manière dont ils vont faire leur coup. Le côté bras cassé est un peu trop appuyé et sert aussi à faire passer des gros trous du scénario. Voilà, c'est là que le bas blesse pour moi, mais en même temps, comme, voilà, je vais reprendre ce que je disais, mais je pense que donc le film est un peu en vase clos sur ce que Soderbergh a l'habitude de faire à travers différents de ses films. Donc un peu une manière de revisiter son propre cinéma avec une veine comique plus affirmée qu'il n'a pu l'avoir auparavant, qui est surtout ici dans ce cas-ci, et c'est là pour moi qu'il y a un problème, basé sur le changement de classe de ces protagonistes qui sont ici en gros des bouseux, des rednecks. Et là, c'est là que je rejoins Manu, on sent l'emprunt assez poussé au Cohen, mais j'aime aussi la manière dont il questionne la différence éventuelle entre la grande et la petite œuvre. On a l'impression qu'il fait ce film comme étant un petit film qu'il estime moins que d'autres, et dans le discours, dans le propos de son film, cette manière de filmer le côté presque artisanal de ce vol, de ce braquage, qu'il y avait moins dans la trilogie Oceans par exemple. Voilà, je trouve le film assez tenu, on s'ennuie pas particulièrement. Le casting, que ce soit Tatum, Driver ou Craig, ils sont tous très bien. On a vendu quand même Craig, le rôle est assez terne, hein, il est pas, je trouve pas si drôle que ça, le film n'est pas si drôle que ça au final. Voilà, c'est... Moi je trouve que le film n'est pas si drôle que ça, mais quand même je trouve que pour le coup Daniel Craig réussit le pari et prend totalement son pied à déconstruire un peu son personnage dans lequel on le voit, qui évidemment c'est James Bond. Oui, mais bon, il a eu une carrière avant James Bond. Moi, le côté tristou de la carrière de Daniel Craig, c'est que pour moi, t'as l'impression qu'il y croit plus depuis qu'il tourne dans James Bond et que sa filmo s'est un peu éteinte. Il a été magnifique dans Munich de Spielberg, il était excellent dans Les Erkengs de Matthew Vaughn, et dans ce film-là, j'ai l'impression d'un mec qui joue un peu l'auto-parodie, mais j'ai pas l'impression qu'il s'éclate tant que ça. Bref, Julien, en tout cas, oui, non, je reste globalement d'accord avec ce qui a été dit. Je crois qu'on va enfin accorder nos violons pour ce dernier film. Je trouve qu'effectivement, il est ludique, c'est facétieux, c'est ingénieux, c'est cool. Et donc, comme je disais, je trouve que quand même, il joue avec les clichés, donc les clichés des personnages, mais aussi donc les clichés des acteurs, dans le cas de Daniel Craig, ou même d'Adam Driver, que j'ai vu la dernière fois dans Silence, qui est un tout autre film pour le coup, et qui là, je trouve quand même assez drôle, tous ces histoires avec son bras détachable, voilà.
Parce qu'il a été coupé par un Jedi, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça, c'est exactement pour ça. Mais voilà, je trouve que le film flirte avec le kitsch, mais quand même il a la force de ne pas tomber dedans. Il y a aussi, comme l'a dit Lucien, quelques citations ou auto-citations. Hein. À un moment donné, on entend même parler d'Ocean's 11 à la télé. Bon, est-ce que c'est un clin d'œil ou est-ce que c'est complaisant? On préférera dire que c'est un clin d'œil, en tout cas pour moi. Mais voilà, après, il y a plein de petites inventions drôles, comme la bombe qu'on fabrique avec les bonbons, etc. Mais effectivement, c'est pas désopilant. Et je pense rejoindre Manu en disant que c'est anecdotique et que il va pas rester ancré profondément dans nos mémoires. Bah écoutez, je vais pas rajouter grand chose de très intéressant parce que je suis globalement d'accord avec vous. Voilà, c'est un film que j'avais l'impression d'oublier au fur et à mesure que je le voyais. Ça m'a fait l'effet aussi des Ocean, c'est pareil, c'est les films de Soderbergh. Beaucoup de films de Soderbergh. Ouais, voilà, c'est ça. T'as l'impression d'être invité à une fête où tout le monde s'éclate, mais toi tu connais personne un peu. Par contre, il y avait des pistes qui, selon moi, étaient intéressantes. Enfin, la relation entre Channing Tatum et sa fille, ça aurait pu être plus poussé. Il y a cette scène en effet très bizarre à la fin où elle chante et où on dirait que c'est la femelle gremlin qui va chanter sur la scène des Minimis. Il y a ça, puis il y a aussi ce truc avec un des frères, donc Adam Driver, qui pour moi est un acteur vraiment talentueux que j'ai envie de suivre. Channing Tatum aussi. C'est des acteurs qui sont intéressants, on a envie de les suivre, ils ont un charisme, ils ont un truc. Et donc voilà, on a envie de les suivre. Donc il y a ça, puis il y a aussi ce côté qui était intéressant, la malédiction des Logan. Là, le titre, c'est là-dessus, Logan Lucky, cette histoire de malédiction. Ça aurait pu vachement plus nourrir le film, infuser les personnages pour amener un petit peu de profondeur à tout ça. C'est traité un peu par-dessus la jambe, on en parle au début, on en parle à la fin, c'est un peu une blague, quoi. Oui, et en même temps, je suis d'accord avec ce que tu dis, et en même temps, ils ont quand même, je trouve, avec très peu de choses, un accent, une façon de bouger, une façon de courir, par exemple, pour certains, une épaisseur et quelque chose qui les caractérise. Après, c'est vrai qu'au niveau des personnages féminins, il n'y a pas grand-chose à raconter. Hein. Ouais, le personnage de la sœur, pour moi, était intéressant, mais... l'ex-femme de Tatum, qui est jouée par, justement... Katie Holmes. Katie Holmes, est pas aidée dans le rôle, quoi. Après, tu vois, ça aurait pu être... Parce que quand elle arrive dans le film, elle dit « Ah, ça, v'là la pain-bêche, v'là la fille qu'on va avoir envie de baffer, tu vois ?» Bah, finalement, pas tant que ça. Oui, mais elle n'a pas un truc qui la développe plus que ça, pour te dire, elle est vraiment attachante. Elle disparaît un petit peu du film, elle a juste un rôle un peu fonctionnel... Tu sens que tout le monde s'est bien amusé sur le film, il y a cette tendresse de Soderbergh sur les personnages et sur les acteurs transparaît, donc il n'y a pas vraiment de personnage repoussoir, hein. C'est anecdotique, quoi. Voilà, anecdotique. Bon, c'est bizarre de sortir de sa retraite pour faire un truc pareil, mais bon, voilà. On espère que Miyazaki, qui sort de sa retraite, fera un meilleur film. Très bien, on va terminer avec les conseils. Have you ever jacked in? Have you ever wire tripped? You ready? No. This is not like TV, only better. This is life. Bon, alors pour cette fin d'émission, comme le mouton noir de cette émission fut Julien Rambaud, qui n'a malheureusement aimé aucun film. Parce qu'il n'aime rien. Hein. Parce qu'il n'aime rien, à part les films avec Juliette Binoche où les gens parlent beaucoup. On va demander à Julien de nous dire son conseil, qu'on suivra évidemment, bien sûr. Merci pour les compliments. Je vais conseiller un film que j'ai pu voir au Festival d'Arras, d'un réalisateur islandais qui s'appelle, accrochez-vous, Guðmundur Arnór Guðmundsson. Je le répéterai à personne. Mais dont le titre est plus facile, qui s'appelle Hearthstone, donc cœur de pierre, on pourrait traduire comme ça, et qui parle de deux personnages assez jeunes, d'une 12 ou 13 ans, qui sont, un est totalement viril et attiré par les filles, et l'autre est attiré par son copain, et ils vivent dans un village islandais totalement paumé, et ça parle avec une grande délicatesse et une grande finesse des émois, des tentations d'adolescence, de ce qu'on ose dire, de ce qu'on n'ose pas dire, et surtout des blessures de l'homosexualité. Ça joue très bien, et le réalisateur est quelqu'un qui a fait les beaux-arts, en fait, il travaille dans l'art plastique à la base, et il y a un travail sur les visages, sur les gros plans magnifiques, et en plus c'est évidemment en Islande, donc avec des paysages sensationnels, donc il y a un travail de photo et sur les gros plans et sur la nature islandaise qui est assez fabuleux.
Il va être distribué, je ne sais pas où, mais si vous pouvez voir Hearthstone, foncez. Très bien, merci Julien, ça m'a donné envie. Et maintenant, Manu. Non, mais après la purge que je me suis infligée pour le passeur, qui était Justice League, j'ai pu revoir dans un très beau coffret qui est disponible chez, je crois que c'est l'Atelier d'Images qui édite ça, qui l'édite sous forme de trilogie, de la trilogie Darkman, mais bon, il faut s'en tenir au premier film qui est le film de Sam Raimi. C'est une manière de se réconcilier avec toute la vague de super-héros un petit peu qui commence par sortir par les trous de nez, je pense, de beaucoup de gens qui apprécient un minimum ce type d'histoire. Et c'est un film d'une invention folle qui mélange à la fois comédie plastique. C'est assez intéressant de voir comment déjà il cherchait à faire son Spider-Man déjà bien avant qu'il en ait les moyens financiers. C'est un film vraiment à revoir qui n'a pas été assez bien reçu à sa sortie. C'était un carton de vidéoclub quand même, ce truc, hein. C'est un film qui a quasiment 30 ans maintenant. Avec des cascades complètement dingues. Complètement dingues et qui a assez peu vieilli. Mais que fait Sam Raimi ? Sam Raimi a disparu. Sam Raimi, depuis Oz, semble avoir du mal à monter ses différents projets. Je crois qu'il devait à un moment réaliser Uncharted, l'adaptation du jeu vidéo. Voilà. Après, je pense dans le contexte actuel des productions de blockbusters, c'est compliqué. Il a besoin, je pense, de certains types de moyens pour le cinéma visuel qu'il fait. Et aujourd'hui, quand tu vois politiquement comment c'est de faire un film de studio, les enjeux qui sont derrière et l'interventionnisme des studios qui sont complètement paumés dans la manière de produire des films, je pense que voilà, c'est très compliqué pour lui de faire des films. Avant de lancer Lucien, je vais donner mon conseil à moi. S'il est encore en salle, bien sûr, courez voir Détroit de Catherine Bigelow, dont on n'a pas parlé ici. On se rattrapera en fin d'année, on fera une espèce de best-of de l'année et on parlera des films dont on n'a pas parlé étant donné notre agenda. Donc allez voir Détroit de Catherine Bigelow, c'est sans doute l'un des films les plus passionnants de l'année, un des films en tout cas les plus audacieux, je pense au niveau cinéma américain, un des films les plus audacieux de l'année. Et écoutez aussi Capture Mag, donc un podcast sur internet où vous pouvez qui font des très longues émissions sur les réalisateurs et les réalisatrices qu'ils aiment et qui viennent de consacrer 2h40 à Catherine Bigelow. Donc écoutez, voilà Capture Mag sur internet. Et revoyez Strange Days. Strange Days, qui est un super film méconnu. Exactement, voilà. Non mais genre, plus sérieusement, j'ai revu Strange Days quelques jours après avoir découvert Détroit. Et je pense que c'est probablement l'un des films les plus dingues qui est connu les années 90. Avec un très mauvais Tom Sizemore. Avec un très mauvais Tom Sizemore qui est Tom totalement Sizemore n'est pas enrôlé. rarement bon, hein, à part peut-être chez Mann. Mais... On est chez Spielberg. là-dessus. Maintenant, c'est quand même un grand film de science-fiction qui est probablement très mésestimé par rapport à ses qualités. Et qui a des connexions avec Détroit, justement, sur les idées d'émeutes, etc. Absolument. La scène de fin dans Strange Days... Il y a certains petits choix, à mon avis, esthétiques qui sont un petit peu datés, mais ça reste dans plein d'idées scénaristiques, dans d'idées narratives, ça reste... C'est marrant parce que c'est un peu les mêmes problèmes qu'il y a dans Détroit, quoi. Il y a des problèmes, des fois, d'écriture, quelques petits problèmes d'écriture,